on va faire un saut au fédéral, puis je m'en excuse, là, tout le monde qui nous suit, parce que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on en parle. Et on va parler de l'ingérence étrangère. Puis je sais que pour plusieurs, c'est plate, mais il y a des développements qu'on peut pas négliger non plus là, à Ottawa. Des affaires, d'ailleurs, qu'on en a mentionnées durant nos épisodes, où on se demandait, mais comment se fait-il que Johnston a pris cette responsabilité-là? Il n'a pas vu les oppositions qui étaient tellement contre ça. Il n'a pas pu penser que ça allait pas être facile de faire cette tâche-là. Il n'a pas pensé que, Justin, peut-être que tu as tort dans ce dossier-là, je me mets de côté. Justin Trudeau, il n'a pas vu que, pourquoi je ruinerais la réputation d'une personnalité comme David Johnston. Toutes ces questions-là, on les a posées. Et finalement, la semaine passée, David Johnston a remis sa démission, réalisant évidemment qu'il ne faisait pas l'unanimité au Parlement, qu'il y avait un chaos autour de sa nomination et qu'il ne pourrait pas finalement compléter son mandat. Et il a fait la bonne chose, je pense, c'est la bonne décision de se retirer. Malheureusement, et je dis ça pour lui malheureusement, c'est que comme personnalité publique qu'il a été, il a passé des décennies dans la fonction publique, de finir sa carrière sous cette lumière-là, sur ce projecteur-là, que je suis ami de Justin Trudeau, que j'étais impliqué dans la Fondation Trudeau, qu'il y a des soupçons, que je connaissais certaines choses, puis j'essaie de cacher ça ou whatever, là, que les gens peuvent penser. Je trouve ça malheureux. Et je trouve que cette démission-là de David Johnston, ce qu'elle fait de plus, c'est de mettre encore la lumière sur le manque de jugement de Justin Trudeau. Écoute, David Johnston, bon, d'abord, les gens qui le critiquent sont d'abord très sévères et très injustes avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a une feuille de route exceptionnelle. Il a occupé des fonctions intéressantes, prestigieuses, importantes. Mais on va se le dire. David Johnston, il est tout, absolument tout, sauf un politicien. Ouais. Donc lui, le flair politique, c'est 0 plus une barre. Non, mais je sais, c'est pas parce qu'il a été gouverneur général et que donc, par la force des choses, t'es plus ou moins proche de la politique, etc. Mais tu sais, dans notre système, oui, c'est une institution, l'institution est importante, mais son pouvoir demeure très symbolique, à part dans des cas de problèmes constitutionnels très graves, là, mais tu sais, bon, en tout cas, c'est pas un politicien, il n'a pas le flair politique. S'il avait le flair politique, il aurait probablement pas accepté le rôle qu'on lui avait suggéré, d'abord. Et puis surtout, lorsque il y a eu cette motion où les partis d'opposition ont unanimement voté contre lui, ou en tout cas en faveur de son retrait, son communiqué de presse était franchement discutable, tu sais, de dire, bon, ben moi je tiens ma responsabilité du gouvernement et donc je m'en fous un peu de cette motion-là. Ben, moi, je trouvais que c'était un peu plate parce que c'était écrit dans le ciel que ça allait se finir comme ça. Bon, il a décidé de se retirer. Enfin, il se retire à la fin du mois. Je pense qu'il y a un autre rapport qu'il doit fournir. Quoique, les partis d'opposition ont déjà annoncé que ce deuxième rapport n'allait pas avoir plus de valeur que le premier parce que c'est la même personne qui l'a fait. Ce qui est plate, hein, parce que je suis sûr que dans le travail qu'il a fait, il doit y avoir du bon travail aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas un deux de pique, là. Johnston, et puis il n'y a pas juste lui qui travaille, là. Tu sais, il a une équipe autour de lui et tout, là. C'est pas... puis les méthodologies vont être dévoilées aussi. Enfin, bref. Mais écoute, ça, on l'a dit il y a quelques temps déjà sur ce podcast-là. Tu sais, quand tu résistes beaucoup à des enquêtes publiques, malheureusement, à un moment donné, tu finis toujours par
les déclencher. C'est pas impossible que c'est ça qui va se passer. Je sais pas si ça va se passer, mais c'est pas impossible que ça se passe. Vas-y. Ouais, ben, c'est ça, j'allais dire que la porte semble avoir été un peu ouverte, surtout cette semaine, quand François Blanchet a pris un peu le leadership et a dit, regarde, nous, là, on va pas attendre Justin Trudeau. Voici des noms qu'on va vous proposer, qui seront des candidatures intéressantes comme commissaire, des anciens juges, etc. Je me rappelle pas des noms, là, mais c'était quand même des noms très intéressants. Il y avait Louise Arbour, il y avait... politiquement puis idéologiquement neutre. Erwin Cutler, exactement. Je me rappelle pas toute la liste, mais des personnes qui ont toutes les capacités nécessaires à faire ce job-là. Et moi, là, c'est cette hypocrisie dans la politique qu'on voit tellement souvent, là, tu sais, puis il y avait M. Leblanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, qui semble avoir la responsabilité de ce dossier-là, qui, après cette déclaration de M. Blanchet, il est sorti dire, ben là, tu sais, on est content de voir finalement que les oppositions sont sérieux sur l'ingérence étrangère. Puis, regardant maintenant que les oppositions veulent collaborer avec nous, le gouvernement, ben la porte n'a jamais été fermée. Come on, man. T'sais, tu vends ça à qui, là? Moi, c'est ça que j'apprécie pas. Tu nous as fait perdre, quoi, 2 mois maintenant? 3 mois? Je regarde ma montre comme si la réponse est là. Mais ça fait 2 mois maintenant qu'on joue là-dedans. Quelle perte de temps, de salive, de tout ce que tu veux, là. T'aurais pu juste faire ça dès le début. Les oppositions étaient là. Ils étaient prêts à collaborer. De toute façon, tous les groupes d'opposition étaient en faveur d'une commission publique. Mais je vais te dire un truc. À la défense du gouvernement, puis je suis pas là pour dire que le gouvernement fait la bonne chose. Moi, j'aurais conseillé, avoir été conseiller politique, j'aurais probablement conseillé une autre façon de fonctionner. Mais à la défense du gouvernement, une commission d'enquête publique, ça a toujours un impact négatif sur le gouvernement, même quand le gouvernement n'est pas responsable. On a déjà fait partie, toi et moi, d'un gouvernement qui a déclenché pas une, mais 2 commissions d'enquête. Si la première semblait évidente pour une question de confiance du public dans les institutions judiciaires, la deuxième, on voyait bien que à l'époque, les oppositions cherchaient à coller une étiquette, à faire croire ou penser qu'il y avait de la corruption au niveau du PLQ, etc. Et or, la réalité, c'est que la commission d'enquête publique a finalement démontré que oui, il y avait de la corruption, mais il n'y en avait pas au niveau provincial. C'était plus au municipal. C'était au municipal. Et de là à dire que le gouvernement est responsable, tu sais, je vais te dire un truc, là. Au moment où on se parle, au moment où on se parle, il y a des choses pas correctes qui sont en train de se faire. Pourquoi? Parce que tant qu'on les a pas découvertes, ben, on n'a pas encore mis de barrière à ça. C'est toujours comme ça dans une société. T'sais, tant qu'on voit pas qu'il y a un problème, ben, il n'y a pas de barrière. Pourquoi tu mets une barrière quand il n'y a pas de problème? Ouais. Alors, bref, tout ça pour dire que même si je pense que le gouvernement fédéral aurait peut-être pu agir différemment au niveau politique, je peux comprendre l'hésitation à se dire, ouais, mais là, c'est parce que si on la déclenche pour que n'importe quoi qui sorte, les oppositions, ils disent « Ah, vous avez vu, c'est Justin Trudeau, c'est le premier ministre, c'est son cabinet, c'est ceci, c'est tel ministre, c'est tel député. » Vous voyez bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, fait que on s'en va en élection tout de suite, puis Canadiens décidés. Tu sais, c'est plate, hein? Mais c'est comme ça. Mais par contre, tu vas me dire, la perception de faire l'inverse est aussi mauvaise, parce que quand tu décides de ne pas en déclencher une, ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Même quand tu caches rien, ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Mais c'est ce que tu as dit, hein, parce que c'est pas comme si au fédéral, il y a un manque de députés d'expérience
qui savent que, en général, tu vas aboutir à une commission d'enquête anyway. Tu comprends? Donc, que tu mets un délai ou que peut-être que Justin Trudeau, ils ont très bien calculé leur affaire. Peut-être qu'ils ont dit, garde, là, nous, il faut étirer ça le plus possible jusqu'à la fin de la session parlementaire. Puis arriver là, ben garde, on va le faire à la prochaine session parlementaire. I don't know, puis laisser l'été un peu comme buffer. Peut-être. Puis ça a super bien fonctionné parce que ben là, leur session achève. Et peut-être que, moi, d'après mon analyse, d'après ce que je vois, ça a l'air que ça va être ça. Donc, si c'est ça le cas, ben bravo Justin Trudeau, tu as réussi à faire ce que tu voulais. Mais moi, ce qui ressort beaucoup plus, à mon avis à moi, c'est que tu as l'air d'un incompétent. Et il faut dire que l'opposition au fédéral est beaucoup plus efficace qu'au provincial. Je parle de la première, de l'opposition officielle, en ce cas-ci, les conservateurs. Ils sont très efficaces. Qu'on pense ce qu'on veut de M. Poilievre, il est efficace comme parlementaire et surtout en opposition, il attaque à tous les jours. C'est un pitbull. Ouais, il est bon à ce qu'il fait. Puis toutes les choses qui ont sorti, tout ce que ça fait, ça démontre une incompétence incroyable au niveau du gouvernement dans le dossier de l'ingérence. Puis encore là, récemment, il y a le témoignage du directeur des renseignements secrets qui est sorti de dire que nous, les rapports, on les a remis et peut-être qu'ils n'ont pas été transférés au ministre, mais ils étaient au courant. Puis là, on sait, même avec c'est une autre histoire complètement, là, mais le déplacement du prisonnier, là, qui ont sorti dire, mais nous, on est choqués, on vient juste d'apprendre ça. Ben là, on apprend que non, c'est pas vrai. Ça fait 3 mois qu'on vous a envoyé le mémo. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on lit pas les messages? Est-ce qu'ils sont pas remis? Je sais pas. Est-ce qu'ils essaient d'ignorer les messages qu'ils reçoivent? Mais moi, je commence à voir un pattern que, effectivement, les messages sont communiqués, les messages sont relayés au ministre et au bureau du premier ministre. Ce qui se passe auprès de ces bureaux-là, est-ce que les ministres ou le premier ministre reçoit ou non le message? On le sait pas. Mais moi, je crois que les messages sont envoyés. J'ai confiance aux institutions parlementaires et la façon que la mécanique fonctionne avec ces choses-là. J'ai aucun doute là-dessus. Et avec la question de l'ingérence, avec toute cette information qui a été coulée dans les médias, c'est pas tombé du ciel, c'est pas l'imaginaire. Là, donc, et l'opposition, ils font un travail exceptionnel. Puis franchement, Justin Trudeau et les libéraux, ils ont l'air d'incompétents. Mais je vais juste te dire un truc. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Donc, ça veut dire que quelque chose qui se passe, une défaillance dans le ministère que tu gères ou les agences dont tu es responsable, tu en es responsable. T'sais. Donc, ça veut dire que, ben c'est ça, l'imputabilité ministérielle. Sauf que, au-delà de l'imputabilité ministérielle, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement de la faute du gouvernement, qui ne sont pas nécessairement la faute des élus ou des ministres. Là, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent parfois dans la machine administrative, comme on dit, à l'intérieur de la bureaucratie, etc., qui t'échappent. C'est normal, là, c'est des gros bateaux. Alors, don't get me wrong. Si ça se passe au début, dans un nouveau gouvernement, je te dirais, t'as raison. Ça se passe tout le temps. Le gouvernement de Justin Trudeau en 2015-2017, je te dirais, peut-être c'est normal. Mais là, après 8 années... Mais en fait, tu fais bien de soulever ça, parce qu'effectivement, c'est exactement ça la perception. Mais la réalité, là, c'est que c'est tout le temps. Tu peux être là 10 ans, 15 ans, là, ça va toujours être le cas. Parce que ce que les gens souvent omettent, oublient, c'est que les politiciens sont là pour donner des orientations, sont là pour poser des questions, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème ici et là, etc. Là, mais tu sais,
il y a toute une machine administrative qui travaille. Puis là, en l'occurrence, sur les questions d'ingérence, la machine administrative, que ce soit le ministère de la Défense, que ce soit le SCRS, que ce soit le ministère de la Sécurité publique, et j'en passe, il y a des dimensions confidentielles qui font en sorte qu'il y a une espèce de flou où l'information soit ne remonte pas comme il faut, ou ne remonte pas rapidement, ou on te donne l'information, puis à côté de ça, on te dit « Ouais, fais attention avec cette information-là, vous l'avez maintenant au niveau politique, mais faut vraiment pas que ça sorte. » Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils disent rien, parce qu'on leur a dit que c'était top secret, fait qu'il faut rien dire. Ouais. Et à l'intérieur des machines administratives, il y a aussi des guerres intestines. Là, tu sais, faut pas croire. Là. Puis il y en a un qui est pas content, qui va contacter le Globe and Mail, puis qui va donner ci, ça. Il y a beaucoup de choses. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et honnêtement qu'on ne saura jamais. Toujours est-il, on est en démocratie et ça peut pas être parfait. Un ministre a ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle et donc il est imputable de tout ce qui se fait. Même quand il n'est pas responsable, il est quand même responsable. Ouais. Parce que maintenant, et je pense que je l'ai lu ça, à moins que j'ai tort, là, mais j'ai lu quelque part que la GRC a débuté une enquête sur le dossier de Hang Dong, je pense, et de toutes ces menaces que sa famille a reçues. Donc, c'est quand même sérieux. C'est pas n'importe quoi que la GRC rentre dans le dossier maintenant, finalement, parce que là, on sort de cet aspect politique, gouvernemental, institution parlementaire, là, tu sais, qui a fait quoi, est-ce qu'on a eu... Là, c'est la police qui rentre dans le jeu puis dit, garde, là, nous, on a reçu certaines informations, d'après ce qui est sorti, on n'a pas le choix, il faut enquêter. Ben, écoute, moi, je suis content d'entendre ça. C'est-à-dire, que des agences de sécurité et de police, etc., fassent leur travail... Écoute, moi, comme Canadien, j'attends que ça. T'sais. Moi, au contraire, je te dirais même que j'ai grandement confiance. Puis tant mieux. Maintenant, il faut juste se souvenir d'une chose. C'est que les fuites dans les médias, c'est des fuites illégales. Pire que ça, c'est des fuites criminelles. Donc, ça, c'est très touchy comme sujet. Puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes parce que... De un, il faut protéger les... comment on appelle les whistleblowers en français? Les lanceurs d'alerte. Il faut les protéger. En même temps, Justin Trudeau, il veut partir il a appelé une chasse aux lanceurs aux alertes. Là. C'est qui a coulé ça? Parce qu'effectivement, tu peux pas faire ça. Mais pour qu'on... honnêtement, c'est même pas aux politiques de le faire. Parce qu'à la base, c'est dans une loi. Donc, c'est pas... C'est-à-dire... La loi dit que poser ce geste-là est criminel. Mais donc, à partir de là, que la police ou que les autorités compétentes procèdent à des vérifications, des enquêtes pour essayer de trouver qui a fait ça, c'est tout à fait normal. Puis la personne qui a coulé ça le savait. Mais de toutes les manières, c'est pas l'enjeu aujourd'hui, parce qu'il y a personne en ce moment qui véritablement parle du fait que que ce coulage d'informations. C'est pas l'enjeu principal. Non, le focus, il est pas là. C'est pas l'enjeu principal. Mais il est là. On le mentionne. Bien sûr, il est là parce que c'est ça, on a des lois. Mais Salim, toi, tu penses pas, parce que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque jour non plus. Là. C'est pas comme si à chaque semaine, il y a une affaire qui est coulée de cette importance-là. Donc, le fait, puis on en a déjà parlé, le fait qu'on en est arrivé à ce point-là, ça, encore une fois, ça reflète peut-être oui. Non, mais regarde. À une incompétence ou peut-être à un manque de volonté du gouvernement à faire sa job. Je veux pas donner l'impression ici que, tu sais, j'essaye pas de faire l'avocat du gouvernement ou de défendre, loin de là. De toute façon, j'ai souvent critiqué sur ce podcast-là. Mais non, mais ce que je veux juste dire par là, c'est que il y a peut-être une espèce de
peut-être une espèce de nonchalance vis-à-vis de certains dossiers. Ça, c'est pas impossible, c'est pas exclu. Mais la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à m'exprimer ou davantage sur ce sujet-là, c'est parce que sur les questions là, de défense et de renseignement, etc., c'est tellement complexe, compliqué, technique, surtout pour personne comme moi qui honnêtement n'y connaît rien. Je veux dire, j'y connais absolument rien. Est-ce que, oublie pas, hein, sortir une information, tu peux aussi sortir une information hors de son contexte et elle n'a pas la même valeur. Et admettons qu'il y a une information qui est sortie, mais l'information qui vient contredire cette information qui est sortie, ben, le gouvernement ne peut pas la sortir parce que ça mettrait en péril des enquêtes qui sont faites, ça mettrait en péril la sécurité du Canada, ça pourrait, je sais pas moi, il y a des éléments là-dedans encore plus... Fait que, il y a des gens, je suis sûr, là, qui quand ça s'est sorti, ils voulaient sans doute se défendre en disant non, mais nous, on a une autre information qui confirme que ça, c'est de la bullshit. Ouais. Mais ils peuvent pas la sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est compliqué. C'est très compliqué, surtout que dans cette histoire-là, selon tout ce qui est sorti, puis encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai ou non, j'imagine que oui, mais il y a tellement de couches là, dans ces affaires-là. On entend parler de stations de police, je sais pas trop quoi, là, qui entraînent des comment qu'on appelle ça, là, en tout cas, tu sais, partout, un petit partout, puis ici même, à Montréal, à Québec, partout au Canada. Comment on est arrivé là? Tu sais, c'est tellement incroyable. Moi, là, quand ces informations sortaient, c'est même plus, il y a eu une ingérence au niveau des élections, puis OK, lui, sa famille a été menacée. C'est sérieux, je dis pas que c'est pas sérieux. Mais là, d'aller vraiment être informé que ça fait des années maintenant qu'il y a des policiers chinois là, qui contrôlent un peu les communautés, c'est grave. Mais alors, je vais te dire un truc. Je peux pas te dire pourquoi ça existe, mais je pense m'essayer, et puis j'ai écrit un texte là-dessus sur mon blog electron-libre.ca où je parle de la partisanerie avec les communautés culturelles. Ça encourage ça. Pourquoi je dis ça? Parce que, normalement, la politique étrangère du Canada, elle devrait être ni libérale, ni conservatrice, ni n'importe quel autre parti qui pourrait prendre le pouvoir un jour. La politique étrangère du Canada doit juste être celle du Canada. Les intérêts supérieurs du Canada et des Canadiens sur la scène internationale. Sauf que, depuis Harper, puis ça s'est poursuivi avec Trudeau, donc tant les conservateurs que les libéraux, donc les deux sont fautifs là-dedans. Ce qui se passe, c'est que on essaye de gagner des circonscriptions ici au Canada en prenant des positions à l'international. Donc, ça amène quoi? Ça amène des puissances étrangères à venir influencer leur diaspora qui vit ici au Canada et qui est canadienne, citoyenne canadienne et qui vote. Donc, par exemple, si on a une position spécifique, ça a été le cas, là, je sais qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., mais déjà longtemps avant la guerre en Ukraine, là, le Canada, sous Harper, ça a continué avec Trudeau, avait une position très dure sur la Russie, là, sachant que la Russie, c'est un gros morceau, là, c'est pas rien. Là. Très dur. Écoute, Harper est allé jusqu'à la frontière russe en Ukraine. Il était limite en train d'insulter Poutine à l'époque, là, tu sais. Mais ça, dans le fond, c'était de la poudre aux yeux. Ce qu'on cherchait, c'était l'électorat pro-ukrainien, parfois anti-russe, etc., sont un peu partout, etc., mais c'est terrible. Pareil, peut-être pour la Chine aussi. Hein, à chaque fois, il y a une position. Pour l'Inde, pareil. Fait que donc, si t'es chinois, t'es indien, t'es ukrainien, ou peu importe, là, brésilien, whatever, tu sais, au gouvernement, chez eux, dans leur pays, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, attends. Nous, on aimerait ça avoir la voix du Canada. Ah, mais you know what?
on va mettre de la pression sur le gouvernement, on va aider notre diaspora à faire élire quelqu'un qui pense comme nous, etc. C'est ça qui se passe. Fait que là, alors, quand les affaires étrangères deviennent une question purement électoraliste, purement partisane, on ouvre la porte grand à ce que des puissances étrangères s'ingèrent. On va terminer là-dessus. Juste rapidement, est-ce que tu penses une commission publique sera appelée avant ou après la session parlementaire à Ottawa? Avant ou après la fin? La fin, ouais. Non, maintenant, je pense pas qu'elle sera faite avant, parce que là, ils finissent dans pas long, puis... Et il reste, je pense, 2 semaines il reste à 2 Ottawa. semaines. Là, c'est aussi les 2 semaines qui restent au mandat de David Johnston. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être déclenchée, mais c'est pas impossible qu'elle soit déclenchée quand on va se rapprocher un peu plus des élections, parce qu'à ce moment-là, on va se dire, bon, ben là, il y a une commission qui s'installe. On va attendre le rapport, puis l'élection va passer entre-temps, puis c'est ça.